Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Clément Beaune. Bonjour. Bonjour. 6 semaines après le massacre du Hamas, Emmanuel Macron fait de la libération des otages, notamment des 8 Français, une priorité absolue. Dans ce contexte, quelle est la ligne de la France et quel est le poids de la France dans la région ? La volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas est-elle justifiée ? Au-delà, faut-il craindre une importation du conflit en France ? Mais on va commencer, si vous le voulez bien Clément Beaune, par les dossiers qui vous concernent en tant que ministre des Transports. Et d'abord, la grève des contrôleurs aériens de demain. Est-ce que vous confirmez qu'au moins 25% des vols seront annulés ? Oui, il y a une grève demain dans le contrôle aérien qui concerne certains aéroports plus que d'autres. Le chiffre que vous évoquez de 25% de vols annulés, avec aussi un certain nombre de retards, c'est pour l'aéroport d'Orly, c'est pour quelques autres aéroports. De province, ouais. Exactement, Toulouse, Marseille, qui ont concerné aussi entre 20 et 25%. Pour d'autres aéroports, ça n'est pas le même impact. Donc c'est un impact qui est surtout celui qu'on va avoir à l'aéroport de Paris-Orly. Est-ce que vous considérez que cette grève est quelque part une prise d'otage des voyageurs ? Non, moi j'aime pas, dans le contexte qu'on vit, qu'on assimile tous les mots, parce que sinon on perd le sens et on perd leur valeur. Mais à quoi est liée cette grève ? Elle est organisée par des syndicats minoritaires, et je comprends qu'elle est faite en réaction à une loi qui vient d'être votée mercredi. Absolument, par l'Assemblée nationale et par le Sénat précédemment, que le gouvernement soutient, et qui consiste, pour un meilleur service public et un meilleur service aux usagers, à demander à ceux qui font grève, et qui ont le droit de faire grève, c'est protégé par la Constitution, simplement de déclarer, comme ça se fait dans d'autres modes de transport, à l'avance, 48 heures à l'avance, leur mouvement social individuellement. Et je pense que cette réforme, elle est nécessaire, parce qu'on a vu ces derniers mois des grèves qui étaient en quelque sorte imprévues, voire sauvages, et qu'il faut encadrer les choses. Le droit de grève, c'est aussi le respect des usagers. Donc, loi votée, elle va être promulguée quand, cette loi ? Cette loi, elle va être promulguée dans les tout prochains jours. Tout prochain jour, c'est-à-dire la semaine prochaine ? Oui, je pense que c'est probablement la semaine prochaine. Donc avant vendredi prochain ? Très probablement, absolument. Avant, en tout cas, le 1er décembre. Hein. Très probablement, oui, je le confirme, parce que cette loi, elle a été votée en termes conformes par l'Assemblée nationale et le Sénat, elle est soutenue par le gouvernement. Il y a un processus de signature, y compris par le président de la République, qui promulgue les lois, vous le savez. Et donc, c'est une question de jours maintenant, et une question de quelques semaines pour sa mise en application complète. Vous ne connaissez pas un bras de fer avec les contrôleurs aériens ? Moi, je défends le dialogue social, je l'ai défendu à tout moment, même quand c'était difficile dans le secteur des transports, avec, je crois, beaucoup de constance et d'ouverture. Parlons de la réforme des retraites, par exemple, pour éviter des conflits excessifs. Et je le respecte, ce droit de grève, évidemment, et ce dialogue social. Mais ça n'est pas sans limite, ça n'est pas sans réserve, et ça n'est pas sans respect des usagers. Et ce qu'on demande, c'est l'équité, au fond. C'est que ce qui se passe, y compris à la RATP, à la SNCF, dans les transports dits terrestres, vous avez cette obligation de déclaration qui a été prévue depuis plus de 15 ans. Depuis 2007, c'était la loi dite sur le service minimum. Et le secteur aérien n'a pas cette obligation aujourd'hui. On applique les mêmes règles aux salariés, aux agents publics, du contrôle aérien et des autres modes de transport. Et je le précise parce que c'est très important, quand on parle de dialogue social, que cette réforme, cette loi sur le contrôle aérien, est soutenue par le syndicat majoritaire et même très majoritaire du secteur. Autre dossier vous concernant, mais c'est cette grève annoncée par Sudrail, le syndicat Sudrail, à la SNCF au moment des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous prenez cette menace de grève au sérieux ? Je prends toujours les menaces ou les annonces au sérieux. Il y a un dialogue social là aussi qui a été engagé par la SNCF. Menace de grève, hein. Oui, attendez, mais d'où ça vient ? Il y a un dialogue social qui a été engagé par la SNCF, par sa direction, au début du mois de novembre, avec toutes les organisations syndicales, avec des hausses de rémunération qui sont importantes, qui sont prévues. Je le rappelle, sur le fond, ce que propose la SNCF, c'est qu'entre 2022, ça a déjà commencé, et 2024, les nouvelles augmentations proposées, c'est presque 20% d'augmentation de rémunération. L'inflation cumulée est d'environ 13% sur la même période. Donc c'est un soutien au pouvoir d'achat qui est très important. Et Sudrail vous demande 400 € d'augmentation je ne rentre pas dans le détail. Pour les 148 000 cheminots. C'est ça la demande de Sudrail. Pas dans le dialogue de l'entreprise, c'est la direction de l'entreprise. Mais est-ce que cette revendication est justifiée et réaliste ? Moi, je ne veux pas des menaces, je veux du dialogue. Et personne ne comprendrait qu'on ait à nouveau un mouvement social à Noël. Je crois que ça ne serait ni responsable, ni sérieux, ni justifié. Mais il reste plusieurs semaines d'ici là, et la direction de la SNCF, qui a toute ma confiance pour mener ce dialogue, est en train de discuter avec les syndicats. À quoi joue Sudrail ? Mais c'est une organisation syndicale qui a parfois des discours radicaux. Mais d'abord, il ne faudrait pas oublier qu'il y a d'autres organisations syndicales qui sont d'ailleurs, en termes de représentativité,
plus importantes dans les votes internes à la SNCF, la CGT, la SFDT, l'UNSA, et il y a un dialogue qui se poursuit. Donc moi, je suis optimiste, engagé dans ce dialogue via la direction de l'entreprise, évidemment, qui mène cette discussion. Je rappelle encore une fois que les propositions sur la table sur le plan salarial sont très sérieuses, très protectrices, parce que moi, je suis attaché aux agents du service public ferroviaire, je les soutiens, mais il faut de la responsabilité. Et je pense d'abord qu'on négocie d'abord avant une quelconque menace. C'est comme ça que ça marche, c'est mieux. Et puis, on ne peut pas avoir des congés de Noël qui, pour des millions de familles, à nouveau, pourraient être perturbés. Ça, je ne veux pas. Et si ça devait être le cas, que ferait le gouvernement ? On est mi-novembre, il y a encore plus d'un mois, donc le travail est en train d'être fait par la SNCF. Alors, parmi ceux qui appellent à cette grève reconductible avant les fêtes, il y a le délégué de Sudrail à la gare du Bourget, un certain Anas Kazib, qui s'exprime beaucoup depuis le 7 octobre sur la guerre entre Israël et le Hamas. Au lendemain des massacres terroristes du 7 octobre, qui a fait donc plus de 1200 morts côté israélien, ce syndicaliste de Sudrail a relayé les images de franchissement de la frontière israélienne par les terroristes du Hamas, assorti de ce commentaire sur Twitter, soutien au peuple palestinien qui est debout face à cet État sanguinaire qui est Israël. Est-ce que c'est pas quelque part une apologie du terrorisme ? Les propos que vous rapportez sont très graves. Moi, je ne connais pas ce responsable syndical, mais vous parliez du sujet précédent sur le dialogue social et les grèves. Je ne mélange pas les deux. Attention. Oui, non, mais c'est lié... mais c'est important. Je le redis moi non plus, mais je vous pose la question parce que... Tout à fait. Non, mais je ne mélange pas une organisation, ouais, même si j'ai des désaccords et qu'il peut avoir des désaccords avec le gouvernement ou la direction de l'entreprise qui est Sudrail, et un responsable que je ne connais pas personnellement ou directement, mais les propos que vous rapportez sont effectivement extrêmement préoccupants. Apologie du terrorisme ou pas ? C'est pas moi qui suis dans la qualification juridique, mais s'il y a des propos répétés qui peuvent s'en rapprocher, il faut évidemment des procédures. Mais je mélange pas un combat syndical, quoi qu'on en pense, et des propos individuels qui sont, tels que vous les rapportez, effectivement scandaleux et aberrants. Kazib, qui est aussi un militant de Révolution Permanente, c'est un courant du NPA, qui le 7 octobre a posté aussi un tweet saluant les massacres terroristes du Hamas du 7 octobre, justement. Et je cite ce tweet, « Offensive surprise contre l'État colonialiste d'Israël, soutien à la résistance palestinienne ». Oui, tous ces propos sont évidemment à condamner. Parce que ces amalgames... terrorisme ou pas ? Écoutez, encore une fois, je ne vais pas vous me citer quelques passages, il faut regarder ce qui est fait de manière régulière, récurrente sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'il n'y ait aucune faiblesse. S'il y a des propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme, de la diffamation, de l'incitation à la haine, il y a plusieurs qualifications juridiques, c'est à la justice de se prononcer et de sanctionner. Et moi, je suis favorable, mais les consignes sont très claires pour notre système judiciaire et nos procureurs, qu'on soit extrêmement ferme sur ce sujet. Et personne n'a d'impunité, évidemment. On va revenir sur la situation au Proche-Orient un peu plus tard au cours de cette émission. On va poursuivre d'abord sur les dossiers relatifs à votre domaine de compétences ministérielles. Que répondez-vous à ceux qui considèrent qu'il y a un problème de sécurité dans les transports et comment y remédier ? Il y a un enjeu de sécurité dans les transports, évidemment. Pourquoi ? Parce que d'abord, on l'a vu dans le passé, douloureusement, les transports ont été des lieux de cible, pas qu'en France, mais aussi dans notre pays, depuis les années 80, d'actes terroristes et de drames humains, de pertes majeures. Donc il faut une extrême vigilance. Ce sont des lieux ouverts, ce sont des lieux de passage, ce sont des lieux de rassemblement de nombreuses personnes. Je prends un exemple, vous êtes à la gare du Nord à Paris, ce sont 700 000 personnes qui transitent chaque jour par cette gare. Donc on voit bien évidemment que ce peut être des cibles et il ne faut pas prendre cela à la légère. Donc moi j'ai décidé, dès que la Première ministre a renforcé, après l'attentat d'Arras, dans le contexte international qu'on connaît, la posture Vigipirate en urgence attentat, ce niveau-là, j'ai décidé de renforcer nos mesures de sécurité. J'ai décidé dès le week-end qui a suivi l'attentat d'Arras de les renforcer en augmentant les patrouilles. J'ai réuni immédiatement et déjà à 2 reprises tous les opérateurs de transport et les principales autorités qui organisent les transports. Je pense à la région Île-de-France où c'est évidemment un enjeu massif. Donc on fait plus de patrouilles, plus d'effectifs, on accélère les recrutements des agents de sécurité, on développe les brigades canines, le chien, qui permettent aussi d'assurer notre sécurité, de détecter des bagages qui peuvent être dangereux. On passe des messages de vigilance supplémentaires, on déploie des caméras en plus, on sécurise le réseau. Bref, il faut négliger aucune piste pour sécuriser davantage encore nos transports. Je prends un seul exemple. Aéroport de Paris, c'est 40% de patrouilles de sécurité en plus. Et la SNCF, c'est un plan de recrutement de 20% d'effectifs et d'agents de sécurité supplémentaires pour donner l'ordre de grandeur. Donc on prend ça au sérieux et il faudra sans doute encore aller plus loin. Autre dossier qui vous concerne, la voiture électrique qui est vue
vécu comme un produit de luxe aujourd'hui par les Français. Donc, quelle solution vous apportez aux gens tentés qui voudraient bien franchir le pas? Oui, vous avez raison. La voiture électrique, c'est vu, et c'est vrai, comme un produit de luxe pour beaucoup de Français qui se disent c'est bien sympathique de nous dire passer à l'écologie, à des solutions. Mais ça coûte cher. Voilà, mais ça coûte trop cher. Donc on a déjà des choses. On a le bonus écologique qui va jusqu'à 7 000 € pour les ménages les plus modestes, qu'on renforce chaque année et qui permet de baisser le prix des voitures. Deuxième sujet, on fait en sorte, et on les soutient pour ça, que nos constructeurs français et européens produisent des petits véhicules plus abordables. On a vu les annonces de Renault cette semaine. Il y a eu un énorme soutien à la filière industrielle par le gouvernement pour s'implanter en France et réunir, si je puis dire, l'écologie et la souveraineté. Produire pas trop cher chez nous. Et puis, il y a un dispositif supplémentaire. Donc, ce qu'on appelle le leasing social. Oui, exactement. Alors, qui arrive. Précisez-nous les choses. Alors, très concrètement, c'est une promesse qu'a faite le président de la République, qui est très importante. C'est rendre les véhicules abordables aux classes moyennes, aux ménages plus modestes, avec un dispositif où vous avez des véhicules accessibles pour 100 € par mois, et même pour moins de 100 € par mois pour certains modèles. D'ici la fin de l'année, chacun pourra commencer à réserver pour les ménages les plus modestes, c'est-à-dire les 50% de Français qui ont les revenus les plus bas, puisqu'évidemment le but c'est un enjeu social, et puis ces véhicules seront disponibles à la livraison à partir de début 2024. Je le dis parce qu'on l'assume. Début 2024. Oui, pour être livré à partir de début 2024. Précisément, ce serait quel véhicule? Alors, des véhicules français ou pas? Oui, bien sûr, ce serait une liste de modèles français et européens, parce qu'on a aussi mis un critère environnemental. On ne va pas faire venir de l'autre bout du monde des véhicules électriques qui sont produits dans des conditions socialement et environnementalement qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire combien de véhicules seront proposés dans le cadre de on l'a annoncé, ce sera quelques dizaines de milliers. Je l'assume, en 2024, ce sera un petit nombre de véhicules. C'est-à-dire? On verra exactement. 100? Non, pas 100 véhicules. Je vous dis, c'est en dizaines de milliers. Non, mais dizaines de milliers dès 2024. Oui, mais je le dis, c'est important parce qu'il y aura peut-être beaucoup de demandes. C'est un nombre réduit de véhicules. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de véhicules, mais on aurait fait appel à des véhicules chinois ou autres, avec des critères environnementaux moins bons. Et donc, je le dis aussi, c'est l'écologie, le pouvoir d'achat et la souveraineté économique et industrielle dès 2024. Mais dès 2024, c'est la promesse qu'on a faite, que le président a faite. Ces véhicules seront disponibles et ils pourront même être ouverts à la réservation sur une plateforme très simple, en ligne, qu'on est en train de terminer dans les toutes prochaines semaines. Avant la fin de l'année, avant Noël. Début décembre. Ce sera le cadeau Noël des automobilistes qui veulent... Oui, ce sera en tout cas un coup de pouce très important pour que le véhicule électrique ne soit plus... on connaît les quelques modèles très luxueux et très prestigieux, un objet pour l'élite ou pour certains seulement. Et puis alors, coût des bornes électriques, Clément Beaune, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer un prix maximal pour la recharge des véhicules, des batteries électriques, en tout cas des véhicules au niveau national, dans la mesure où dans certaines villes comme à Paris, le coût de la recharge d'une batterie de véhicule électrique est exorbitant? Alors il y a deux choses. Il y a d'abord, il faut plus de bornes électriques. Et les bornes à la fois sur l'espace public et chez soi. Bon. On fait deux choses là-dessus. On a un plan de déploiement des bornes électriques sur les autoroutes, sur l'espace public, qui est en train de très fortement monter en puissance. Bon, c'est important parce que ça contribue aussi, avec plus d'offres, avec le coût toujours oui, et puis un dispositif là-dessus, c'est important aussi parce que les gens vont dire, ils sont sympas de nous proposer des véhicules électriques moins chers, très bien, mais est-ce que je vais avoir dans ma copropriété, dans mon immeuble, des prises? Bon. Et donc on a mis aussi avec la ministre de l'énergie 200 millions d'euros sur la table cette année-là, pour les années qui viennent, pour accélérer le déploiement des bornes électriques dans l'espace privé. D'ici à 2030, hein. Oui, enfin ça commence dès maintenant. C'est des dispositifs. 30% d'ici à 2030, il me semble. Alors, pour les bornes électriques, on va essayer d'avoir 400 000 bornes sur l'espace public, pour prendre cette référence. D'ici 2030, on est à 100 000 aujourd'hui. On est en train de fortement accélérer. On est le pays où il y a la plus forte croissance en Europe. Et puis, il y a le prix de l'électricité lui-même. Je rappelle qu'il a bénéficié de dispositifs de type bouclier tarifaire aussi. Mais je pense qu'il faut plus de transparence. Parce que là où vous avez raison, c'est que c'est difficile de comprendre, même pour moi, ministre des Transports, sincèrement, que les prix soient très différents d'une ville à l'autre. Notamment à Paris. Hein. Oui, à Paris, ils sont élevés. Donc, il faut responsabiliser les collectivités locales. Je souhaite qu'on ait de la transparence, qu'on mette peut-être sur une plateforme en ligne, comme on fait pour les prix du carburant, les prix dans les grandes villes françaises notamment, pour qu'il y ait de la transparence et de la concurrence. La loi sur le RER métropolitain a été votée mardi à l'Assemblée. Concrètement, sur quoi ça va déboucher? Quels sont les projets qui tiennent la route? Et puis, selon quel calendrier? C'est une loi majeure qui a été votée mardi. Ça paraît technique. Quand on parle de RER métropolitain, c'est quoi? On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Oui, ça a été vous l'expliquer en quelques mots. C'est l'idée qu'on ait des réseaux de transport public, métro, RER, tramway ou plus de bus, dans les grandes métropoles françaises. Qu'on fasse cette révolution des transports publics dans toutes les métropoles françaises.
Quand on est à Paris, en Ile-de-France, ça va devenir une réalité dans quelques mois, on bénéficie de lignes de métro supplémentaires, la ligne 14. Alors concrètement, 15, ça concerne donc ça quelle veut ville? dire que des villes comme Quelle Nantes, comme agglomération? Bordeaux, comme Lille, entre 10 et 15 métropoles ont des projets qui sont aujourd'hui assez Mais avancés. lesquels vont être lancés Donc, le plus début rapidement? janvier, la loi elle va être votée définitivement d'ici Noël. Au Sénat, il reste une dernière étape. Début janvier, j'annoncerai publiquement les projets qui sont sélectionnés dans une Combien de première projets? vague. Combien de Ce projets? sera entre 10 et 15. On est en train Alors de quelle regarder. ville concernée? Mais on verra parce qu'il y a des Donnez-nous candidats. deux, Mais trois je vous donne exemples. quelques exemples de Ouais. projets qui sont avancés. Ouais. Nantes, par exemple. J'étais à Nantes jeudi. C'est l'un des projets les plus avancés. On a signé un contrat avec la région Pays de la Loire. La métropole de Nantes est à bord aussi pour avoir un projet qui fait plus de trains, plus de réseaux de bus dans les années qui viennent. Et Dès 2024, ça une commencera. deuxième ville? Une deuxième ville, Lille, agglomération? par exemple. Lille est une ville très avancée où il y a un projet ambitieux porté par la région de Xavier Bertrand, porté par la métropole de Lille, que l'État va soutenir. Et je le dis, on met déjà presque 800 millions d'euros pour lancer la première étape. C'est quand même pas rien, Première étape. pas une obole, oui, pour les études et pour les premiers travaux. Ouais. Et l'État continuera évidemment Et ça va être à effectif accompagner. quand ces lignes C'est le projet, RER je l'assume, métropolitain? c'est le projet C'est sur 10-15 ans? c'est le projet, c'est le projet d'une décennie en effet, Ouais. mais il y aura des coups de pioche et des lignes nouvelles qui, entre maintenant et 2027, dans plusieurs villes de France, dans de nombreuses métropoles de France, vont arriver et vont être visibles pour les usagers. On ne peut pas demander aux gens de lâcher leur voiture individuelle thermique Et de pas leur parfois proposer autre polluante, chose, ouais. sans leur proposer soit des voitures électriques, parce qu'il y a encore beaucoup de déplacements qui se font en voiture, soit, parfois les deux dans la même semaine, on peut changer, des transports publics de meilleure qualité. Alors, il y a toujours aussi des protestations contre l'autoroute A69. Êtes-vous certain de pouvoir tenir bon jusqu'au bout? Et puis, quels sont les chantiers dans le domaine du transport qui devraient être remis en cause pour des raisons notamment liées à l'environnement? Et bien sûr, il faut réduire, je l'ai dit dès mon arrivée, je crois qu'on ne l'a jamais fait autant, nos projets routiers, notre dépendance à la route. Alors, quels sont les projets qui vont être Non, abandonnés? mais ça veut dire d'abord qu'il faut réduire les projets routiers dans les contrats qu'on passe justement avec les régions. Ouais. J'ai divisé par deux les crédits qu'on consacre aux projets routiers. J'ai lancé une revue des projets Non, mais, autoroutiers. oui, mais alors, c'est important d'expliquer la donc, démarche. quels sont les projets qui vont être mis en Mais cause? la liste des projets, je la communiquerai dans quelques Mais semaines. vous avez après. une idée? Bah oui, mais je dirai les choses ensemble parce qu'il y a une concertation avec les élus. Et Il y en a combien qui vont être mis en cause? Combien? Aujourd'hui, il y a une petite dizaine de projets autoroutiers en France qui sont dans les cartons, si je puis Et dire. combien vont être On verra. mis en cause? Je n'ai pas fixé 5, 6, l'objectif. 7? Plusieurs. Et des projets importants. Ouais. Ça, je le dis. Des projets Qui importants. concernent quelle région? Je vois bien que vous essayez de me faire dire, je ne vais pas annoncer en avance la liste des projets alors qu'il y a A69, encore un vous débat. allez tenir ou pas? Mais l'A69, c'est un projet qui est avancé, dont les travaux ont commencé et qui a fait l'objet de décisions démocratiques et juridiques aussi sur devant quelques le juge. dizaines d'années. Hein. Oui, sur plusieurs dizaines d'années et encore récemment. Donc, moi, je suis totalement convaincu qu'il faut revoir des projets ou abandonner certains projets. Je le dis, la 69, on est en train d'ailleurs, depuis quelques mois, de le revoir pour réduire significativement son impact environnemental. Mais le projet, il a été décidé par une décision de l'État, par les élus qui très majoritairement le soutiennent. Et on fait la transition écologique dans un cadre démocratique où les élus et l'État décident des choses. On peut avoir des débats, on peut même avoir des protestations à condition qu'elles restent non violentes. Et on a malheureusement connu des dérapages. Mais on n'arrêtera pas tous les projets. Ce projet il a été décidé, il avance, on l'améliore sur le plan environnemental. Et d'autres projets, je le confirme, seront abandonnés. Alors au passage, toujours dans le cadre de votre domaine de compétences et transports, Anne Hidalgo va soumettre au vote des Parisiens une hausse significative des tarifs de stationnement pour les 4x4 urbains. Est-ce que vous approuvez? Oui. Oui. Je vais vous dire les choses très clairement et très honnêtement. J'ai beaucoup de désaccords avec la politique ou l'attitude d'Anne Hidalgo comme maire de Paris. Je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises, de la gestion des ordures à d'autres sujets importants pour les Parisiens. Mais quand les choses sont dans le bon sens, comme élu parisien et comme citoyen parisien d'ailleurs, comme ministre des Transports aussi, je pense que c'est une bonne mesure. C'est très bien d'ailleurs que les collectivités, des politiques peuvent être différenciées et que dans la lutte contre le changement climatique, certaines prennent des mesures adaptées, importantes. Et puisqu'il y a une votation qui est organisée à Paris, début février je crois, sur le tarif de stationnement des SUV, je voterai pour et je soutiens cette augmentation, cette différenciation des tarifs, en effet. Et Renaissance, qui n'a aucun élu au Conseil de Paris, ça a quelques élus au Conseil de Paris. Appellera à voter pour. Nous en discuterons. Pas de groupe, je veux dire, pas de groupe. Nous en discuterons, bien sûr, mais je pense que c'est une mesure environnementale utile. Et écoute, alors aussi, toujours à Paris, de la préparation des Jeux Olympiques. Le plan, par exemple, de circulation des JO de Paris est-il prêt? A-t-il été validé? La mairie de Paris joue-t-elle le jeu? Il y a encore du travail.
Moi, je réunis tous les mois un comité des mobilités. On passe en revue tous les sujets de transport routier, transport public, accueil dans les aéroports, etc. La ville de Paris est conviée à chaque fois, elle y participe. Ce que je regrette ces dernières semaines, c'est qu'il y a eu, on a parlé, je ne rentre pas dans les petites polémiques, le voyage de la maire de Paris. Oui, mais non, moi je parle du fond. Ouais. Et il est vrai qu'il y a moins de disponibilité pour discuter ces dernières semaines du côté de la ville de Paris. Mais il faut rattraper. Bien sûr, ce sera prêt à temps. Il faut rattraper. Avec des contraintes pour les Parisiens ou pas? Mais il y aura effectivement un certain nombre de contraintes de circulation, les jours de compétition. L'important, je pense que chacun le mesure, on accueille les Jeux tous les 100 ans, c'est d'anticiper, c'est d'informer, c'est de préparer avec les professionnels. Oui, on accueille un événement. C'est très important aussi sur le plan écologique, c'est l'engagement qu'on a pris, c'est qu'il soit 100% transport public. Les spectateurs, les athlètes pourront aller sur les sites olympiques en transport public ou en vélo. Pour les Parisiens, il y aura une offre de transport public qui sera aussi améliorée. Ce qui sera compliqué, c'est clair, c'est la circulation en voiture. La ville de Paris et la préfecture de police sont en train d'y travailler et assumeront ces choix dans les prochaines semaines. Alors vous êtes ministre, mais vous êtes aussi élu de Paris, vous l'avez rappelé, député de la 7e circonscription. Est-ce que vous confirmez que vous souhaitez être tête de liste de la majorité aux élections européennes de juin prochain? Je ne confirmerai rien du tout, parce que je ne vois pas le lien avec la ville de Paris, mais ce n'est pas mon projet, pour être très direct avec vous. Non, parce qu'on a cité votre nom. Oui, mais vous savez comment c'est, on peut citer des noms sans que ce soit des choses très affirmées. Souhaité. Ouais. Voilà, c'est pas moi qui cite mon propre nom, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais ce qui est sûr, c'est que je m'engagerai dans le combat des européennes. Vous le savez, Frédéric Aziza, c'est un combat qui me tient à cœur pour des raisons politiques, personnelles, parce que j'ai été ministre des Affaires européennes, parce que je me suis engagé en particulier sur ce combat depuis presque 10 ans, derrière le ministre Emmanuel Macron, le candidat Emmanuel Macron, le président de la République aujourd'hui. Je continuerai, je ne lâcherai pas mon camp là-dessus. Mais il y a plusieurs façons de s'engager, et c'est pas forcément par une candidature. Donc pas de candidature, pas candidat donc aux élections européennes. Vous êtes candidat à la mairie de Paris en 2026? Mais c'est pas le bon moment. Non, mais est-ce que vous souhaitez l'être? Moi, je suis élu de Paris, je suis engagé, et je n'exclus rien pour la suite. Vous n'excluez rien, c'est-à-dire que vous y pensez en vous rasant? Ah non, vous rasez pas, vous avez une barbe. Voilà, vous voyez, ça m'évite d'y penser trop. Voilà, vous n'y pensez pas trop. Alors, autre dossier, c'est l'actualité. Il faut y penser en temps utile. En temps utile, donc vous y pensez? Il faut y penser le bon moment. Pour l'instant, je pense à réussir ma mission, à réussir les Jeux, et puis à mener collectivement le combat des Européennes. Autre actualité, c'est une actualité plus grave. Plus de 180 000 Français ont donc manifesté il y a une semaine à Paris en province pour les valeurs de la République et contre l'antisémitisme. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron son absence à cette marche à Paris. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs du président? Et est-ce que d'ailleurs ça vous a choqué de ne pas voir le président? Non, pas du tout, mais ce débat est un peu décalé. L'essentiel, c'est ce que vous avez rappelé. Ce sont près de 200 000 Français qui, partout en France, pas seulement à Paris, c'est important, ont manifesté. En quelques jours, cette mobilisation s'est faite contre l'antisémitisme. C'est rassurant. Et pour la République, il ne faut pas oublier. Bien sûr, et pour la République, mais ça va avec. Parce que l'antisémitisme est toujours la figure donc avancée l'absence d'Emmanuel Macron. D'une critique de la République. L'absence du président, d'abord, c'est un appel qui a été fait par les présidents d'assemblées parlementaires. C'est très sain dans notre démocratie qu'on ait des initiatives qui viennent du Parlement et de 2 présidents d'assemblée qui ne sont pas de la même couleur politique. Non, mais ne balayons pas ça d'un revers de main. Non, la première ministre, l'essentiel des membres du gouvernement, les anciens présidents de la République étaient présents. Pas sûr que ce soit le rôle du président de la République. Il s'engage autrement et dans sa fonction. Il était, ce jour même d'ailleurs, je crois, en train d'avoir des discussions internationales essentielles avec le gouvernement israélien, avec les autorités qataries, pour la libération des otages. On va en parler. Non, mais c'est très important son message, et je le dis aussi, parce que c'est ça l'essentiel. Il s'est adressé, comme peu de chefs d'État et de gouvernement l'ont fait, à la nation. Dès les quelques jours qui ont suivi l'attentat atroce du 7 octobre, et il a été très clair sur les messages, et notre mobilisation, et la mobilisation du président, c'est la mobilisation internationale que l'on connaît, c'est la mobilisation de notre police et notre justice sous son autorité pour lutter contre les actes antisémites. Vous avez rappelé que j'étais élu de Paris, je suis élu en particulier d'une circonscription. Je suis élu d'une circonscription en particulier où il y a le Bataclan en effet, mais où il y a aussi une communauté juive historiquement importante, plusieurs synagogues où je me suis rendu par soutien républicain. On assure la protection de ces lieux de culte. Et je sais cette sensibilité. Vous savez de par votre propre histoire ce qu'est l'antisémitisme. Je sais ce qu'est l'antisémitisme par ma propre histoire, mais je veux l'universaliser parce que c'est pas la protection d'une communauté ou d'une religion, la lutte contre l'antisémitisme seulement. C'est la protection, vous l'avez dit, de toute la République et de nos valeurs de la République. Quand on attaque la religion juive, la communauté juive et les juifs de France, on attaque toute la République dans ses fondements. Il faut qu'on avance vite. Parmi ceux qui ont déconseillé au président de la République de participer à la marche de dimanche dernier, il y a l'humoriste controversé Yacine Bellatar, reçu en amende à marche par 2 des conseillers d'Emmanuel Macron, Bruno Regé-Petit et le préfet Rose.
Il faut rappeler que Bellatar a un pédigré un peu particulier. Il a récemment été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Il avait été nommé par le président Macron au conseil présidentiel des villes en 2018, avant d'en démissionner un an plus tard, sur fond de polémique sur le port du voile qu'il défendait. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été troublés par cette rencontre entre deux conseillers élyséens et Écoutez, ce monsieur Bellatar? J'ai lu qu'il y avait eu cette rencontre, je n'en sais rien moi-même. En tout cas, la personne dont vous parlez, effectivement, vous avez rappelé des propos plus que douteux. Et donc, c'est ça qui m'importe, qu'on soit très clair sur le fait qu'évidemment, tous ces propos-là, ces attitudes-là dans les derniers mois ou les dernières années ne sont à l'évidence pas la position du gouvernement. Alors pourquoi il est reçu à l'Élysée? Écoutez, je ne sais pas s'il a été, vous demandez. Il a été reçu, c'est officiel, enfin, c'est connu. Je ne sais pas si c'est connu ou officiel, moi je l'ai lu, je n'étais pas dans le bureau, mais en tout cas, la question c'est pas s'il y a eu un entretien ou pas d'entretien. En tout cas, vous avez été troublé par cette rencontre. Mais la personne dont vous parlez, M. Bellatar, je ne souscris évidemment pas à ce qu'elle a dit, et je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on ne souscrit pas, le gouvernement, donc le président n'a pas à tenir compte de ses propositions. On ne parle pas du président lui-même par ailleurs, et je ne crois pas du tout que le président cherche conseil auprès de lui. Et encore une fois, l'important, ce sont les messages qu'on a passés, ceux du président du gouvernement, ils sont très clairs et sans ambiguïté. Alors justement, Emmanuel Macron a vu en tout cas dans sa lettre aux Français un motif d'espérance en ce qui concerne les marches organisées dimanche dernier pour la République contre l'antisémitisme et aussi, c'est pour ça que je vous parle de ces propos, pour la libération des otages et pour la paix. 8 jours après, est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Emmanuel Macron qui a fait de la libération des otages, notamment donc des 8 Français, une priorité absolue. Où on en est aujourd'hui? Je ne le sais pas, c'est pas moi qui mène. Au lendemain, donc, après le déplacement de Sébastien Lecornu. Vous comprenez, sur un sujet aussi sensible, que c'est pas moi qui vais livrer des informations. D'abord, c'est pas moi qui suis en charge de cette discussion et de cette négociation, discussion, échange-là. Ce qui est sûr, c'est que la France en a fait une priorité. C'est une priorité évidemment partagée avec Israël, notamment. Nous avons des compatriotes, mais au-delà, la question de la libération de tous les otages, est essentielle, otages, absolument. Il faut surtout rappeler, puisque vous m'en donnez l'occasion, que nous ne les oublions pas. On n'a parfois pas assez parlé. Alors nous ne les oublions médias. pas, justement, je vous interromps 2 secondes. Le Parisien, c'est le premier journal, premier quotidien français qui consacre sa une aux otages français, aux 8 otages français du Hamas. Une reproduisant les photos de ces Français aux mains des terroristes du 7 octobre. Comment vous expliquez qu'hormis le Parisien, aucun titre de la presse française ne se soit préoccupé du sort de ces Français victimes de la barbarie des terroristes du Hamas? Pourquoi? On en a parlé, mais probablement pas assez, il faut être clair. Il y a eu des occasions, des rassemblements qui ont été organisés. Oui, mais la presse, vous vous souvenez quand il y a eu des prises d'otages de Français dans le monde? M. Azizah, organisé avec quelques autres à l'Assemblée nationale un moment qui était une façon de recevoir et de rendre hommage aux familles. C'était important, j'y étais... Il y avait beaucoup de responsables politiques, de toute sensibilité d'ailleurs. Donc, par les médias ou par le débat public, on ne doit pas oublier les otages. J'en profite pour le dire à votre micro. C'est un drame. On parle de 240 otages, en effet. Nous avons des compatriotes qui sont concernés. Mais au-delà, c'est un sujet d'humanité, un sujet de sécurité, un sujet universel. On sait trop bien, pour avoir vécu des drames et malheureusement avoir vu des photos de personnes en danger ou de victimes ou de décédés dans notre propre pays à cause des terroristes, qu'il ne faut jamais lâcher la pression, jamais oublier. Et je leur dis, en tant que membre du gouvernement, qu'élu de la République, nous n'oublions pas les familles en atroce souffrance aujourd'hui, dans une atroce attente, parce que notre responsabilité, c'est non seulement de les soutenir, mais aussi, même si je n'en dirai pas plus pour des raisons évidentes, de tout faire par notre action diplomatique, notre action internationale, pour obtenir leur libération. Pour obtenir leur libération, tout faire. Alors, on constate aussi quelque part l'inaction de la Croix-Rouge sur ce dossier des otages. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne le sais pas, ce qui est mené ou pas. Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Le but, c'est d'être tous rassemblés et que la France soit à la manœuvre avec ses alliés et ses puissances amies pour obtenir la libération le plus vite possible des otages. C'est ce que nous faisons. Vous savez qu'il y a eu plusieurs tournées diplomatiques, y compris Sébastien Lecornu, le ministre des Armées qui est en ce moment dans la région et qui évidemment discute de cette question. Les massacres du 7 octobre ont été accompagnés, Clément Beaune, de viols avec mutilation des parties génitales des femmes violées et tortures planifiées par la direction du Hamas. Et pourtant, des militantes d'associations féministes qui manifestent scandant « Nous sommes tous des enfants de Gaza » restent silencieuses à propos de ces viols. Est-ce que l'on peut être féministe, Clément Beaune, et manifester en occultant que des femmes israéliennes ont été violées par les terroristes du Hamas le 7 octobre avant d'être massacrées? Non, mais ça fait partie malheureusement des ambiguïtés de certaines associations, de certains partis politiques qui, dans une sorte d'obsession parfois électoraliste ou d'aveuglement,
sur ce qu'est la cause palestinienne confondent tout. On peut évidemment et on doit soutenir le droit des Palestiniens à la protection des victimes civiles, avant comme après le 7 octobre d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire avoir une quelconque complaisance, un aveuglement sur ce qu'est le Hamas, ce qu'est une organisation terroriste. C'est quoi pour vous, le Hamas ? Un mouvement terroriste de la pire espèce, puisque les actes qui ont été commis le 7 octobre sont d'une brutalité, d'une violence, d'une inhumanité qui dépasse l'entendement. Il faut simplement être capable de le dire. Même pas comme responsable politique, donc comme citoyen être humain. Vous comprenez et la volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas. Mais la volonté de combattre le Hamas et d'assurer sa sécurité en éradiquant un mouvement terroriste, oui, évidemment. Et on soutient depuis le premier jour le combat d'Israël pour sa sécurité et contre l'organisation terroriste Hamas, en mettant un certain nombre de rappels, c'est-à-dire que le Hamas ne représente pas tous les Palestiniens. Le Hamas n'est pas le porte-parole des Palestiniens. D'ailleurs, je pense que le Hamas fait aussi, à l'évidence pour la cause palestinienne, celle d'un État, une coexistence, énormément de mal à travers son action terroriste. Autre question, plus de 1700 actes antisémites ont été comptabilisés depuis le 7 octobre en France. Comment vous qualifiez ce que vit la communauté juive française depuis cette date ? C'est une peur, c'est une crainte, évidemment. Je vous le disais, moi je suis allé, dès la semaine qui a suivi les attentats du 7 octobre, dans une synagogue à titre républicain pour apporter un soutien. Nous sommes mobilisés pour lutter sans relâche contre l'antisémitisme par une protection policière, par des actions judiciaires à chaque fois qu'il y a eu des actes. On voit malheureusement que beaucoup de choses se sont mélangées, peut-être même des ingérences qui ont joué sur ce climat. Donc là, vous pensez par exemple aux étoiles de David qui ont été peintes. On verra ce que dit l'enquête. Donc on nous dit que c'est la Russie, a priori, qui est peut-être derrière ? Et nous le verrons. Moi, je ne suis pas chargé de l'enquête judiciaire. Avec quel objectif ? Mais on voit que les ingérences, de manière générale, de la manière la plus abjecte, utilisent une réalité et un climat de peur pour l'amplifier et déstabiliser nos démocraties. Qu'il y ait des craintes et qu'on ait un devoir républicain, nous au gouvernement en particulier, d'assurer la protection de la communauté juive, bien entendu, c'est un combat difficile que nous menons sans aucune faiblesse, sans aucune relâche, je veux le dire. Que cela devienne une sorte de tension nationale, voire d'importation, comme on a pu en parler du conflit, ça je le refuse et on doit ensemble le combattre parce que ça ne protégerait pas qui que ce soit dans la République. Et c'est le piège qui est tendu avant tout par les terroristes ou par ceux qui cyniquement veulent jouer avec ce climat. On va en parler de ça, mais est-ce que vous considérez que les Juifs français sont en danger ? Il y a des attaques, elles sont un fait. Il y a une peur, elle est une réalité. Mais je ne me résous pas à ce que vivre en France en étant juif et en assumant sa confession soit un risque et un danger. Malheureusement, ça existe dans certains quartiers, dans certains endroits. Malheureusement, après le 7 octobre, cette peur s'est renforcée. Je le comprends parfaitement et je le vis avec la communauté juive, là où je suis élu aussi. Mais notre devoir, parce que moi je ne suis pas dans un commentaire, dans une action de responsable politique avec tout un gouvernement, c'est de faire en sorte que cette peur recule. C'est de faire en sorte que ceux qui ont peur, c'est ceux qui vont être condamnés parce qu'ils ont commis un acte, prononcé un mot, parce que tout est condamnable, à caractère antisémite ou directement antisémite. Et tous ceux qui, dans le débat politique, c'est ça aussi notre responsabilité, sont complaisants avec cela, je les combattrai sans relâche aussi. Donc, débat politique, justement, le président des fils et filles de déportés juifs de France, Serge Schwarzfeld, considère qu'il faut se réjouir que le Rassemblement national et Marine Le Pen aient participé à la marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Est-ce que vous l'approuvez ? Je respecte infiniment Serge Schwarzfeld et son combat, mais il y a un mais et son autorité morale. Ouais. Non, je ne partage pas la réjouissance que le Rassemblement national soit dans les marches, je le dis clairement. Parce que là, c'est un point très important. Il ne faut pas avoir une seconde en tête que le Rassemblement national serait une protection ou un bouclier pour les Juifs de France. Pour deux raisons principales. D'abord parce qu'il a une histoire. Et personne n'est assigné à l'histoire. Donc c'est Elisabeth Borne qui disait ici même, il y a quelques mois, le Rassemblement national, c'est les héritiers de Pétain. Oui, mais je me suis remonté jusque-là. Marine Le Pen, qui dirige le Rassemblement national, elle est la fille de Jean-Marie Le Pen, elle ne l'a pas choisi. Elle dit qu'elle a rompu avec son père, très bien. Mais son président de parti, et je ne l'ai pas entendu le démentir, a dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas, selon lui, antisémite. Après, il est revenu un peu en arrière. Oui, d'accord, mais ça montre quand même qu'il y a une hésitation. Si on n'est pas capable de dire que Jean-Marie Le Pen, condamné par la justice, est antisémite, on a quand même un gros problème. Alors, je rappelle quand même à votre micro, du Rafour crématoire, le point de détail des chambres à gaz. Non, ça, c'est Jean-Marie Le Pen. Ça, on le sait. Et Marine Le Pen, elle a été aussi sa candidate, sa directrice de campagne. Il ne faut pas oublier ça en politique, la mémoire
ça compte. Pour cette première raison, et aussi parce qu'au Rassemblement national aujourd'hui, il y a des anciens du GUD, il y a des gens qui ont plus qu'une ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme, on ne peut pas considérer que c'est un rempart. L'autre raison, c'est que c'est un parti de la stigmatisation. Et en stigmatisant par amalgame islamiste, musulman, faisant une forme de signe égal, on amène inévitablement à dresser les communautés les unes contre les autres et on ne protège pas les parce qu'il faut France. dire que tous les racismes sont à dénoncer, mais bien sûr, à condamner. Un racisme et une discrimination mènent toujours à l'autre. Il n'y a pas de communauté protégée par un racisme contre une partie de notre pays ou une discrimination contre une partie de notre pays. C'est très important de le rappeler. Serge Karsfeld, d'ailleurs, qui disait aussi que Marine Le Pen a rompu avec l'antisémitisme de ses origines, et Pierre Moscovici, le socialiste Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, qui était dimanche dernier l'invité de Radio J, a considéré que Marine Le Pen n'est pas antisémite. Est-ce que vous aussi vous dites ça? Marine Le Pen n'est pas antisémite? Mais j'allais dire, ça ne m'intéresse pas, je ne la connais pas personnellement, et je ne sais pas ce qu'elle a au fond de son âme. Mais ce qui m'importe, c'est parce qu'elle est une responsable politique qui a été candidate à la présidentielle, qui manifestement aspire à l'être, c'est qu'elle n'a pas rompu, clairement et totalement, avec une tradition de l'extrême droite, qui est une tradition et de racisme, et de stigmatisation, et d'antisémitisme. Alors, ce qu'on a beaucoup remarqué, ça, c'est clair. Ce qu'on a beaucoup remarqué la semaine dernière, alors c'est d'une part la présence du Rassemblement national, mais surtout aussi l'absence de la France insoumise, de son chef Jean-Luc Mélenchon, et des élus LFI, députés notamment, donc à cette marche contre l'antisémitisme. Vous en pensez quoi? Mais j'en pense le plus grand mal. On a un Rassemblement national qui fait semblant de mener le combat contre l'antisémitisme et une France insoumise, une extrême gauche, qui a totalement lâché la rampe et délaissé le combat, même le plus élémentaire et le plus républicain, contre l'antisémitisme. Ça vient de loin, parce que l'extrême gauche a une longue tradition antisioniste et en fait antisémite, c'est clair. Mais quand ça vient de loin, on parle de l'antisémitisme du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe. D'abord, l'antisémitisme français, il a malheureusement des racines qui sont d'abord à l'extrême droite, soyons très clairs. Mais il y a toujours une tentation... Mais au moment de l'affaire Dreyfus, il y a eu des errements. Pas malheureusement refaire toute cette histoire dramatique de l'antisémitisme français, qui a des racines profondes, mais il y a eu cette tentation toujours chez les extrêmes. Et je regrette... Vous dites extrême gauche et extrême droite, c'est pareil? Non, je dis pas c'est pareil. Notamment sur la question de l'antisémitisme, mais vous m'interrogez sur l'absence de la France insoumise. Oui, je pense que c'est une faute grave. On précise les choses, l'absence de la France insoumise qui renvoie dos à dos Israël et le Hamas et qui dit que cette manifestation, cette marche contre l'antisémitisme, c'était un soutien à la politique israélienne. Mais là aussi, on a besoin d'une très grande clarté dans ce moment. Le mot d'ordre de la manifestation, c'était contre l'antisémitisme et pour la République. Est-ce qu'on est capable de se rassembler là-dessus? On devrait l'être. Tous ceux qui ne veulent pas sont dans l'ambiguïté. Est-ce que ça veut dire et je condamne cette ambiguïté. Je note aussi, pour être tout à fait juste, Frédéric Aziza, que même au sein de la France insoumise, cette ligne a fait débat et que quelques élus sont allés manifester. On va les manifester. Oui, il faut François Ruffin, je crois, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Raquel Garrido, qui sont allés manifester. Ils sont malheureusement trop peu nombreux, mais qui ont au moins la décence républicaine d'avoir ce moment de marche et de rassemblement républicain. Est-ce que ça veut dire que LFI et ses élus sont devenus les idiots utiles du Hamas? J'aime pas les formules à l'emporte-pièce. Mais en tout cas, je vous pose la question. Oui, j'avais bien compris. Mais je pense qu'ils nous font courir deux dangers. D'abord, en effet... Mélenchon et LFI? Oui, la version mélenchoniste de l'extrême gauche et de LFI. Ne pas condamner... On a vu que des députés comme Daniel Obono étaient plus que dans l'ambiguïté, étaient dans une complaisance. Quand on dit que le Hamas est un mouvement de résistance... Obono. C'est un drame, c'est une faute, c'est non seulement dramatique... C'est une apologie du terrorisme, d'ailleurs... il y a une procédure qui est engagée, c'est le juge qui le décidera, mais c'est nécessaire en tout cas de saisir la justice de cela, comme le gouvernement l'a fait. Et ce sont en tout cas les idiots utiles de l'extrême droite, parce qu'ils permettent à l'extrême droite... Donc LFI, Oui. Et Mélenchon. Oui, parce qu'ils permettent à l'extrême droite de se draper dans une forme de décence républicaine qui ne correspond pas, j'en suis profondément persuadé, à la réalité de l'extrême droite. Mais en leur donnant en quelque sorte un brevet de respectabilité, par contraste, c'est là aussi un danger pour la République qui est renforcé et construit par Jean-Luc Mélenchon. Je reviens au cas de Jean-Luc Mélenchon qui multiplie depuis des années des tweets et des déclarations relents nauséabonds sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne ou Pierre Moscovici, qu'il avait accusé dès mars 2013 de ne penser pas français, mais finance internationale. Mélenchon, c'est quoi? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court? Mélenchon. Non, c'est un responsable politique qui a délaissé les principes élémentaires de la République et qui n'est pas dans le combat contre l'antisémitisme, Mélenchon, c'est clair. Oui, Mélenchon. Ouais. Et pourquoi? Par les déclarations que vous avez rappelées,
certaines sont anciennes, et par, je n'ose même pas utiliser le mot de jeu de mots, parce qu'on est au-delà. Parce que Par des si propos- Marine Le Pen avait prononcé ce genre de Attendez, je finis là-dessus, sur Ouais. des propos répugnants. Ouais, Quand on dit que Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, campe ouais, en Israël, on ne choisit pas le mot par hasard. ouais, vous trouvez? Et c'est évident. Ouais. Bon. Donc on précise, parce que Mme Et Braun-Pivet d'abord, on est partie de sa responsable de ces mots. famille Quand on qui a est- été exterminée à Auschwitz. Hein. Oui. Hein. C'est évidemment une insinuation qui est non seulement coupable, mais tout simplement dégueulasse. Mm. Bon, et Jean-Luc Mélenchon est devenu malheureusement coutumier du fait. Et il met une énergie en plus complètement incroyable à non seulement justifier, tergiverser des absences, des ambiguïtés, mais à mener un combat contre ceux qui veulent défendre la sécurité d'Israël, la lutte contre l'antisémitisme, les principes Donc républicains pour et la des paix. pour des raisons électoralistes, Je pense qu'il y a des raisons électoralistes calculs et puis je pense qu'il y a électoraux. une dérive personnelle que je ne sais pas expliquer, je ne suis pas psychologue ou psychiatre. C'est quoi ces dérives personnelles? On voit bien que c'est la surenchère permanente, la violence permanente. Mm. Et jouer avec cette violence, ces invectives, ces peurs et ces propos, dans le moment qu'on vit, c'est non seulement irresponsable, mais c'est en effet créer un climat politique qui est propice à tous les extrémismes, à toutes les radicalités et qui profite d'abord à l'extrême droite. Alors, il y a ces déclarations de Mélenchon, puis ses proches, ses élus, les élus donc de France Insoumise le suivent. Hein, et en La braille majorité, pas tous, il faut le dire, mais pas tous, la mais en majorité, braille malheureusement. notamment, il y a ces déclarations de David Guiraud, qui depuis Tunis a affirmé le week-end dernier que le bébé dans le four, ça a été fait par Israël, la maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Puis il y a d'autres propos, Léon, ainsi de suite. C'est quoi? C'est une apologie du terrorisme du Hamas, du révisionnisme? Là aussi, il faut des procédures judiciaires, c'est Ouais. des propos. Mais à quoi Vous joue voyez, Mélenchon? pardon, je prends un pas de Ouais. recul, Frédéric Azier. Vous voyez dans quoi on est? On est dans des propos qui sont même plus commentables tellement ils sont abjects. Mhm. Et vous avez des responsables politiques, des élus qui jouent avec cela pour leur petit business Mhm. électoral et clientéliste. J'ai même plus de mots pour le qualifier. Et j'ai toujours un dilemme, vous le dites très franchement, comme responsable politique. Est-ce qu'on passe du temps à rappeler ce qu'on dit? Mhm. On parle de Oui, non, mais il faut les condamner, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas laisser passer. Et je ne laisse jamais passer cela. Mais c'est une stratégie dont nous sommes en train de parler, d'essayer de faire toujours réagir sur le plus dégueulasse du plus dégueulasse. Alors, une Et question d'être toujours dans l'excès suprême et l'excès supplémentaire de la dégueulasserie. Bon, moi, je ne veux pas qu'on soit dans ce jeu. Je préfère retenir du week-end dernier la marche, la mobilisation contre l'antisémitisme et pour la République, et des centaines de milliers de Français qui applaudissaient au balcon, 180 000 agitaient personnes, des drapeaux français ou participaient ou soutenaient ces manifestations. Avec quand même une question. 12 juifs ont été assassinés depuis l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006. Est-ce qu'en faisant de telles déclarations, Mélenchon et ses amis ne favorisent pas le passage à l'acte antisémite? Est-ce qu'ainsi, ils n'arment pas les tueurs antisémites? Je ne fais pas de lien direct, mais il est évident que tout ce qui entretient un climat de complaisance, d'abord d'absence de dénonciation de l'évidence, c'est-à-dire c'est de l'antisémitisme, il faut combattre l'antisémitisme, et qui va même jusqu'à utiliser des mots qui les mettent en dehors d'un champ républicain sur ce sujet fondamental, on crée un climat qui est un drame pour le pays. Est-ce qu'ils arment les tueurs antisémites? Mais j'ai même pas besoin d'aller jusque-là. Non, mais je vous pose la question. Oui, pareil. non, je vois bien le raccourci. Ouais. C'est trop grave pour qu'on fasse ces raccourcis. Mais en revanche, quand on crée ce climat de haine, de tension, de complaisance, oui, on a une responsabilité générale dans ce qu'on vit et dans la peur que vit la communauté juive aujourd'hui. Dernière question. Un antisémitisme qui prolifère à la gauche de la gauche, et aussi chez les jeunes ici des quartiers. Pour être précis, un antisémitisme véhiculé par l'islam. Qu'est-ce que ça dit de l'État de la France et de la gauche? Est-ce que quelque part c'est un échec de la politique d'intégration? On a parlé pendant des siècles d'un antisémitisme chrétien. On ne doit pas parler aujourd'hui, dénoncer aujourd'hui cet antisémitisme véhiculé au nom de l'islam et même de la Palestine qui a tué 12 Français juifs. Là aussi, depuis les 2006. mots sont très importants, Frédéric. Ouais, c'est pas l'islam, de même que c'était pas le christianisme. Non, j'ai dit au nom d'islam. Non. Ouais. Mais c'est important. Moi, je le précise dans les mots d'un responsable politique qui est dans l'ambiguïté ou dans une forme de haine vis-à-vis d'une autre religion. C'est toujours un dévoiement d'une religion. Je suis d'accord. Politisée, instrumentalisée, qui aboutit à ces haines. Donc je ne dis pas islam, je dis islamisme. De même que quand, et malheureusement il a une histoire profonde dans notre pays,
il y a eu chez certains responsables chrétiens et catholiques de l'antisémitisme, c'est un fait historique. C'était un dévoiement de la religion et de l'esprit de la religion chrétienne et catholique en particulier. Et donc, il faut le combattre. Il ne faut pas que l'un fasse oublier l'autre. Moi, je suis très clair. Il ne faut pas que... J'ai entendu beaucoup qui faisaient des amalgames même entre le wokisme et l'antisémitisme qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans ces simplifications. Je sais qu'il y a un antisémitisme qui est profond dans l'histoire, en France et ailleurs. Je ne fais pas de hiérarchie entre, malheureusement, ces antisémitismes qui sont autant de condamnations à faire, de combats à mener contre eux. Et je serai toujours dans ce combat politique et civique. Et je n'oublie pas un extrémisme par rapport à l'autre. C'est très important dans le combat qu'on vit. Merci en tout cas Clément Beaune d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.